demandé une indemnité, c'est même pas moi. Moi, je connaissais rien à l'époque. Moi, j'étais juste, comment ça, je sais pas jouer au basket? Parce qu'en fait, le message fort là, c'était, bah, en France, j'étais parmi les meilleurs jeunes, prospect NBA, tout ça. Je m'entraîne tous les jours. Mais là, on me disait juste, Attends. tu sais pas jouer. Bah, ils m'expliquent, ils viennent, bon, c'est pas possible, faut que tu partes, etc. Et des trucs trop bizarres. Souvent, la paye qui devait arriver, elle vient presque pas, t'attends. Et on te dit qu'on va te faire un virement. Je me souviens, j'ai reçu le virement 5 mois après. J'ai appelé, harcelé, ils répondent pas. Bonjour à tous, nouveau podcast Hype Basket, vous en avez l'habitude. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis la semaine dernière, donc allez checker ça si vous n'avez pas vu. Merci d'ailleurs pour tous les commentaires et toutes les réactions positives qui donnent de la force. On va continuer bien sûr à parler de basket ensemble et on va accueillir une nouvelle tête, un nouveau membre de l'équipe Hype. C'est Will Bowser. Comment vas-tu, Will ? On est là, on fait aller. Tranquille. On va essayer de passer un peu d'informations un peu judicieuses et importantes à nos jeunes parce que c'est la formation aujourd'hui. Will, ça fait plaisir de t'avoir. On se connaît depuis un bon bout de temps. On a produit des camps de basket ensemble, jadis. Jadis, quand on était jeunes. Exactement, mais la passion nous guide toujours maintenant à des positions un petit peu différentes. Donc cool de t'accueillir sur ce show et puis on essaie de t'avoir très régulièrement. On a une figure aussi du basket français qui a été champion de France avec Nancy, je crois, en 2011. Retraité maintenant, mais jamais très loin des parquets. Il parle à cette nouvelle génération qui rêve de NBA ou voire même de gloire sur les parquets français. Seydou Njoya est là. Comment vas-tu ? Salut les gars, ça va très bien. Merci pour votre invitation, ça me fait vraiment plaisir. Je me sens honoré. Merci. Merci d'être avec nous. Moi, je te suis. J'ai suivi ta carrière. Je suis ton après-carrière. On va en parler bien sûr ensemble. Et je te sais très actif sur toute la dimension un petit peu formation, player development et avoir ce discours qui permet à des jeunes qui le souhaitent, qui ont un projet, d'avoir quelqu'un qui les guide et qui les amène là où ils veulent aller. Donc, je suis assez sensible à travers ton travail, ce que tu apportes. Et je voulais vraiment qu'on prenne le temps aujourd'hui de parler justement formation, même reconversion, parce que pour devenir un formateur, il faut justement peut-être soi-même se former. Donc savoir un petit peu comment ça s'est passé pour toi, par quel biais tu t'es transformé pour aujourd'hui être encore proche des parquets. Donc la formation, je l'ai dit, l'élite de cette formation aujourd'hui qui vient d'éclore à travers l'expérience Wemby. Et on parlera aussi peut-être un petit peu même beaucoup du niveau du basket français versus celui aux États-Unis que l'on voit quasiment tout le temps, et un petit peu d'Euroleague. Voilà le programme. Danse, beaucoup de choses à se dire. Moi, je voudrais... pas assez de temps, je pense. Ouais, ça va être trop court déjà. Commençons par... tu as fait 10 ans de carrière. 2007, 2017 à peu près. Il y a un titre, on l'a dit, tu t'arrêtes du côté du Havre en Pro B. Comment se passe la reconversion ? Et je globalise cette question avec généralement la reconversion des joueurs de ta génération, puisque peu sont aux commandes, je trouve, ou visibles. Quand je parle de commandes, ce soit dans le coaching, à des postes de dirigeants, et font passer donc du coup leur expérience. Alors, peu le sont, mais je pense que coacher, enseigner, j'aime bien souvent dire ça en rigolant, comme les infirmiers ou les infirmières, c'est une vocation. Ouais. C'est partager quelque chose, on apprend même à être beaucoup patient. Moi, je ne pensais pas être aussi patient. Et donc, le peu, je ne sais pas, mais moi, je pense que même plus jeune, j'avais déjà cette petite fibre où je travaillais énormément, moi, en tant que joueur. Donc, je voulais maîtriser limite tous les mouvements et une façon de parler, balle en main. Et j'avais déjà cette petite approche où quand je regardais quelqu'un d'autre faire, je disais « Ah, là, c'est peut-être pas assez bien, ton pied, il est pas bien placé. » J'exagère, c'était à peu près ça. Et j'ai eu une expérience, ma première année pro à Nancy. J'ai mon meilleur ami à qui j'étais au lycée. Ils étaient en prénat et ils ont eu un problème de coach. Et il m'a proposé, ça faisait en plus un peu hype à l'époque, un joueur pro vient, c'est une ville qui s'appelle Dombasle, à 15 km de Nancy, et il m'a proposé de venir coacher.
Et tout de suite, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et j'ai fini la saison avec eux. Donc j'avais 20 ans et je coachais déjà des adultes. Bon, lui, il avait mon âge, mais l'équipe était entre 18 et 35 ans. Okay. Et c'était plutôt une bonne expérience. Ça s'est plutôt bien passé. Et après, la vie a suivi son cours. Mais j'ai gardé ça dans ma tête. Et je finis, pour moi, la carrière professionnelle, je la comptais en LNB. Ouais. Et après Le Havre, j'ai des problèmes de cartilage au genou et un an sans jouer. Et je finis à Cergy. Cergy, c'était Steve Chicambo, le coach. Qui était mon coéquipier à Nancy. Ouais, et là, sur le tas, on me donne une équipe féminine en D1, plus bas niveau. Et je pars de là et franchement, j'avais adoré. Apprendre, voir des adultes, des jeunes se transcender, progresser. C'était surtout ça, l'équipe que j'avais au début d'année, à la fin d'année, elle n'était pas la même. Peu importe le niveau de base, même s'il y avait très peu d'habilité. Je vais pas en dire que c'était compliqué, parce que moi j'ai toujours appris à jouer d'une certaine façon et à pratiquer le basket d'une certaine façon, avec un certain niveau d'exigence. Mais j'ai fait avec, et c'est où j'ai commencé à vraiment apprendre la patience et même à moduler, à régresser pas mon niveau d'exigence, mais genre, je vais même dire te mettre les formes de jeu carrément. Ça c'est simple, ça tu demandes trop. Et je suis parti de là et on a fait vraiment une bonne saison. L'année d'après à Cergy, j'arrête, je peux plus jouer. J'ai les genoux en compote. Et on propose assistant en U15 France, U15 région et R2. Okay. J'ai eu 3 équipes. 3 projets différents. Hein. Ouais. Okay. Et je m'occupais individuellement de certains joueurs de la N2. Okay. Donc j'ai commencé vraiment comme ça, donc j'étais en plein dedans. Et en même temps, je passais le CQP parce que pour coacher en région, il fallait avoir le CQP. Et je passais un diplôme de préparateur physique spécifique basketball, un diplôme de la Fédé à l'INSEP. Et c'était vraiment une année charnière. C'est l'année, je me souviens, le Covid, il est venu en février. Mars 2020. Ouais, et le Covid m'a sauvé, je veux pas mentir. Pourquoi ça t'a sauvé? C'était trop chargé. J'avais 2 mémoires à rendre et j'ai pas fait plus d'études que ça. Okay. Et je découvrais c'est quoi les études vraiment. Écrire. Parce que sportif, il y a beaucoup d'instinct. C'est une mémoire souvent visuelle. Ouais. Et on répète. Là, non. Là, il y avait des trucs à vraiment. Et on retient ce qu'on aime retenir aussi. Mais là. Et le Covid, je me souviens, il était arrivé au bon moment. Tout le monde était à la maison. Et j'ai pu faire mes mémoires. Ouais. J'ai rendu mes 2 mémoires et j'ai eu mes diplômes. Je passais même un diplôme de préparateur mental, mais j'ai dû arrêter. Et je coachais, comme je te dis, avant le Covid, je coachais 3 équipes. J'étais dans la salle à Cergy tous les jours. C'était quoi tes inspirations pour devenir coach? Est-ce que c'était, je m'appuie sur mon passé de joueur et je ne vais pas chercher d'informations ailleurs, ou alors je peux échanger aussi avec mes anciens coachs, d'anciens coéquipiers, je me nourris de ce qui a été fait avant moi pour peut-être devenir aussi un meilleur coach? Alors moi, j'ai vraiment pioché dans mon expérience. Okay. Et je parle pas que de moi, j'ai eu pas mal de coachs et je tiens à le dire, j'ai été très bien formé au basket. Okay. À mes années à Nancy, si je dois appuyer vraiment là-dessus, j'ai eu Didier Duvois qui m'a recruté, Pierre Verdière et Nicolas Mestelman. Mais vraiment, je pense que j'ai eu une très bonne approche du basket et j'étais avec les pros depuis que j'ai 16 ans. C'était Jean-Luc Monchot qui était très pointilleux sur les stats et sur une façon de jouer le pick and roll. Donc c'est pour ça que moi je parle beaucoup de pick and roll avec beaucoup de gens. J'ai même pas des amis aussi, j'ai envie de dire des potes que je connais qui sont coach pro qui m'appellent et ils me disent là ils défendent comme ça ce pick and roll ce week-end. Comment tu jouerais comme tu vois, c'est des petites. Mais parce que mon show, c'est pas moi. Ouais. C'était pick and roll. Et avec même les pourcentages où on est à droit, où on est moins à droit, ou ce qu'on peut donner aux défenseurs, ce qu'on peut prendre. Et j'ai toujours j'ai pris ça comme repère de ma formation. Aujourd'hui, il y a encore des exercices que je mets en place que je faisais en cadet. Qui passent très très bien. Il y a encore des formes de jeu de mon show que je prends et que je propose et je m'en sers même. Et même les joueurs professionnels avec qui je bosse, j'arrive à les orienter là-dessus en leur montrant ce qui marche pas. Après, le basket a évolué, les chiffres sont meilleurs qu'avant, mais c'est tout
tout ça me donne beaucoup d'inspiration. Et moi, mon vécu de joueur et tous ces entraîneurs, j'en ai eu pas mal, avec des défauts comme des qualités. Mais je pense que j'ai vraiment pu piocher dans tout ça. Avec Will, on a encadré des jeunes qui venaient un petit peu partout toute la dans France, le monde. et même du monde aussi. Du monde entier, les Américains, etc. Anglais, tout ça. Et du coup, cette notion de s'adapter justement à différentes cultures, à différentes capacités à jouer, c'est ce qu'on a rencontré, je m'en souviens, Will. Ça doit être écrit dans ton passeport en vrai. Si t'es pas capable de le faire, on avait un coaching staff de différentes nationalités, et je pense que c'est ce qui a créé aussi cette dynamique, c'est ce qui a un peu créé ce noyau qui a bien fonctionné, parce que personne n'était à la maison entre guillemets. Du coup, au niveau de l'apprentissage, c'est la langue, fallait que tu comprennes l'anglais. Si tu comprends pas l'anglais, il faut que tu te débrouilles, mais on parle tous basket au final. Donc, Et justement, ce basket universel, Seydou, est-ce que toi, on va parler de ce que tu fais en termes de player development, etc., avec différents profils, filles, garçons, etc. Est-ce que le basket universel, il s'enseigne de la même manière et ça a tu demandes le même niveau d'exigence à un petit qui aime ça et qui va être présent et qui va s'entraîner dur, qu'à un expérimenté et qui connaît forcément plus de choses et qui a peut-être plus de vécu? Je dirais l'exigence, il se négocie pas en fait. Okay. Je pense que j'aime souvent dire ça aux gamins, si on doit te forcer à faire quelque chose, c'est que c'est pas pour toi. Mais le basket universel, et je pense qu'il y a des compartiments, qu'est-ce que les gens veulent en faire? Je pense qu'on peut partir de ça. Et moi, j'avais 17 ans, mon premier contrat pro, c'était en Suède. Tous les gamins de 17 ans ne partent pas de chez eux et vont vivre tout seuls dans un autre pays et aspirer à être professionnels. Et toi, quand l'opportunité arrive, j'y vais. Après, j'avais des perspectives un peu élevées. Je me souviens à l'époque, c'était Kenny Grant Senior, c'était un agent, un grand agent à l'époque, qui allait me représenter. Et il avait une idée. Meneur, j'étais Cotonou encore à l'époque, parce que j'étais Camerounais, j'ai été naturalisé quelques années plus tard. Et Nancy, il n'y avait pas la place pour être pro. Okay. Et c'était un Américain au moi, comme d'hab. Disons qu'on ne connaissait pas forcément les Français. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que la règle des... c'est quoi la règle? Des JFL, là? Ouais, JFL, elle a vraiment tout changé. Ouais. Je me souviens, mon show, c'est vraiment, je vais jamais oublier, après le match de Leaders Cup, ça s'appelle encore... Ça s'appelle encore Leaders Cup, ouais. Non, ça s'appelle Leaders Cup. Ouais. Donc avant, c'était la semaine des As, voilà. Tout à fait. La semaine des As, et je me souviens, je joue plutôt bien. Ouais. Et il vient me dire, bonne nouvelle pour toi, à partir de l'année prochaine, il y a une loi, tous ceux qui ont eu plus de 5 ans de formation en France vont être considérés comme joueurs français, joueurs formés localement. Et je me souviens, je reviens en arrière, et à l'époque là, après mes 3 ans de 4D, il n'y avait pas grand chose pour moi. Et Kenny Grant Senior avait une bonne idée. Il m'avait dit, on va faire un peu comme Parker. Parce qu'à l'époque, j'entrais dans les prospects NBA, et il faut qu'on te mette en pro très tôt. Okay. Un peu comme Parker, voilà, très tôt. Tu montres ce que tu sais faire contre des adultes. Okay. Et après, on t'expose, on t'envoie au show chez les Américains. Ouais. Ça s'est pas trop passé comme ça. Non, mais c'était une vraiment bonne expérience. Okay. Ça se passe comme ça maintenant d'ailleurs ou pas? Quand même. De plus en plus. Les gamins sont pro confirmés presque très tôt même. Ouais, donc on t'envoie au charbon le plus tôt possible. Maintenant, c'est plus au charbon. Là, c'était vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, d'une aventure incroyable. Je suis en France et il me dit, allez, on va en Suède. Là encore, parce que maintenant, ça se passe en France. Les jeunes sont chez nous et ils jouent très tôt chez nous. Les parents, papa, maman, tout le monde est à côté. Non, moi, il m'a envoyé en Suède. Et je me souviens, j'avais 1 mois d'essai contre un autre meneur américain. On vivait dans le même appartement. Ça s'est bien passé. Oui, franchement, il était cool, mais c'était juste incroyable. Et des fois, au match, il jouait la première mi-temps, je jouais la deuxième mi-temps. Okay. Et il nous jugeait sur une mi-temps et tout. Ouais. Et après, je me souviens, j'ai eu le job. Un petit contrat. Et au bout de 4 matchs, donc on perd le premier, on gagne le deuxième et on perd les 2 qui suivent. Okay. Et j'ai vraiment compris comment c'est un business, parce qu'il faut la gentillesse, il faut pas de méchant non plus. Mais je me souviens des petits messages du coach. Je me souviens le dernier match, je suis pas bon, l'équipe elle tourne pas bien.
il me met sur le banc, il fait jouer un jeune local. Ok. Ah, direct. Ouais. Ah oui, et c'est Pas un de message warning, très pas très On fort. rappelle que les coachs, que tu sois au Guatemala ou en Suède, C'est pareil. faut hein, gagner, sinon oui, c'est c'est fini, pareil, hein. c'est un business. Et, Voilà. et après, ils ont fait revenir le fils de G. Gervin. Je sais pas si vous. G. Gervin. G. Il Gervin, avait ouais. un fils Ouais. qui faisait Harlem Globetrotter Ok, et tout. j'avais pas le fils par Ouais, contre. Ouais. et ils l'ont fait revenir parce que lui, c'est une légende dans ce club. Ok. Ils l'ont fait revenir. Tu Et joues à on, ton poste? ouais, et on s'entraînait tous ensemble. Ah non, c'était une expérience. Ils C'était. font juste bencher, mais Ah t'es pas ouais, coupé. et ouais, pour l'instant, parce qu'ils voulaient pas me couper, on sait comment ça marche, on veut pas te donner un dédommagement financier, etc. Et ils ont tourné en rond. Et au final, on me dit, ouais, ok, tu peux pas rester. J'ai demandé une indemnité. C'est même pas moi. Moi, je connaissais rien à l'époque. Moi, j'étais juste, comment ça, je sais pas jouer au basket? Parce qu'en fait, le message fort là, c'était, bah, en France, j'étais parmi les meilleurs jeunes, prospect NBA, tout ça. Je m'entraîne tous les jours. Mais là, on me disait juste, Attends. tu sais pas jouer. Attends. C'est Donc, pas assez bon. écoute, ce que tu es en train de dire, c'est que le niveau en Suède était Non. plus élevé ou c'est Non, juste que. non. Moi, il y a un gros manque d'expérience. Ok. Tu vois, ça, c'est clairement ça. Et sauf que t'es pas chez toi, donc t'es pas protégé comme on pourrait protéger un Français à la maison. Dans le meilleur des cas, c'est ça en fait. C'est juste que t'as la place d'un Américain sur qui on met de l'argent. Ouais. Donc si tu performes pas, avant que la tête du coach elle saute, C'est toi. il faut C'est qu'il toi. mette quelqu'un Ah, devant. bien sûr. On connaît la chanson. Donc et là, le coach, bah, il m'explique, ils viennent, bon, ça va pas possible, il faut que tu partes, etc. Et des trucs trop bizarres. Souvent, la paye qui devait arriver, elle vient presque pas, t'attends. Et on te dit qu'on va te faire un virement. Je me souviens, j'ai reçu le virement 5 mois après. J'ai appelé, harcelé, ils répondent pas. Et un jour, Sans être trop cynique, est-ce que tout ça, c'est pas un peu orchestré pour. oui, pour te faire craquer. Ouais. Carrément. Ah oui, C'est- oui. c'est Au Et donc, niveau la des fin- jeunes, comme ça, ça peut se faire craquer au niveau Ah de oui, la carrière. oui. En fait. Mais après, tu peux commences à remettre en question comprendre, la carrière basketball. Ah ouais, Ouais. à quoi ça ressemble. C'est pour ça que tout le monde veut faire du basket, tout le monde veut être professionnel, etc. Mais ça demande beaucoup plus que juste avoir du talent. J'aime bien dire ça. Il y a plein. Après, il y a l'environnement où est-ce qu'on a grandi. Les parents, je pense qu'ils ont un rôle à jouer très important. Moi, j'ai grandi qu'avec ma mère et encore ma mère, le basket, c'était pas trop son truc. Donc, j'étais voir moi-même et aux peu de personnes qu'il y avait autour de moi. Ok. Et au final, tu commences à être parano, tu fais pas confiance à tout le monde, donc tu veux faire tes choix. Mais sauf qu'à cet âge-là, tu connais pas tout en fait. Et moi, j'ai vraiment appris sur le tas. Hein. Tu découvres. Ah oui. Et je C'est suis. toi et ta chance ouais, aussi ouais. un peu, quoi. Ouais. Player development. Parlons-en parce que c'est très hype, en tout cas du côté des États-Unis, tout ce qui est coach individuel pour développer Ouais. un petit peu les habilités physiques, tactiques et techniques. Ça se fait beaucoup, un peu moins en France. Je crois qu'il y en a quelques-uns. Je sais que Joe Gomis le fait. Ah, pour moi, c'est le précurseur. Hein. C'était mon coach, mon trainer quand je jouais encore. Ok, voilà. Donc il a ouvert un petit peu les voies. Ouais. Toi, tu as emprunté le même chemin. Aujourd'hui, tu es régulièrement à la Hoops hein, à Paris, dans le 10e arrondissement, pour ceux qui ne connaissent pas, côté Aubervilliers, pas loin, la Pantin. Donc tu as accès justement à cette nouvelle génération de jeunes qui ont vu peut-être Tony Parker, mais surtout Wemby et d'autres Français exceller maintenant. Raconte-nous déjà un peu le pourquoi de Player Development et à quoi ça consiste. En quoi, pardon, ça consiste. Moi, j'ai envie de vous dire une vérité. Vas-y. Ah, c'est ce qu'il faut Moi, dire. mon premier client, c'est un ami aujourd'hui, Guillaume. Là, il va avoir 50 ans. Ok. Et c'était mon premier client. Ok. Donc avant qu'on parle de Mathias Le Sort, Nadjirifi et tout ce qui suit là. C'était Guillaume, 50 ans. Enfin, maintenant 50 ans. Ouais, j'espère qu'il a pas moins, il va me tuer. Mais c'était mon premier client. Après, j'ai coaché tous ses gamins et toute sa famille. Ok. Et pour dire que, parce que c'est un métier qui s'est démocratisé, là, tout le monde, moi je reçois des messages, comment t'as fait, quelle étude, etc., etc. Et il faudrait déjà prévenir tout le monde qu'on arrête de se fier aux réseaux sociaux et à la hype qu'il peut avoir autour. Autour de l'image. Parce que C'est à tous les niveaux. autour du highlight, autour de. c'est ça. Et même, c'est quoi un bon coach? C'est pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de followers. Parce que Guillaume, et comme je peux en citer plein d'autres, ça fait 5 ans qu'ils viennent tous les jours. Ouais. Et moi, je pense que déjà, avant même d'entrer dans les détails, c'est un peu ma réussite là-dessus parce que C'est quoi? C'est le lien que tu arrives à tisser avec. Voilà, ça dépasse. C'est l'humain, quoi. Voilà, Ok. et c'est un truc, Guillaume, il le sait.
À l'époque, quand j'ai commencé, c'était mon premier client. Je partais de Cergy pour venir à la Hoops Factory pour pas beaucoup d'argent. Mais je l'entraînais. Et je l'entraînais comme j'entraîne Mathias Le Sort, avec la même intensité, la même concentration sur lui. Etc. Et on voyait des progrès. Il dit, OK, là, t'es mieux, là, on va faire ça. Écoute, tu vois, et c'était fou, hein. Et on s'entraînait comme ça. Mais je suis parti qui est un ami, un de mes meilleurs amis aujourd'hui dans le basket. C'est Guy-Marc Michel. On était formés à Nancy ensemble. Et on a joué à Cergy. Ensemble. Donc, je finis ma carrière. Et lui, il joue encore. Et je commence à lui dire, écoute, viens à la Hoops, on taffe un peu. Il me connaît bien, donc il sait. Donc, il vient, commence à aller faire des petits trucs. Il y avait une joueuse aussi, Whitney Miguel, qui était en Ligue 2. C'est vraiment mes premiers. Je commence vraiment par eux. Et on commence, et ça devient régulier. Whitney, après, on a bossé presque 3 ans ensemble. Et ça part de ça. Et je dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais jusque-là, chez les joueurs confirmés, ça apprend pas vraiment. Et Guillaume, ses enfants, je commence à entraîner ses enfants régulièrement. Il y a un qui est plus basket que l'autre. Et c'est où j'ai vite appris un truc, c'est que on n'est pas obligé de l'enseigner ou le partager de la même façon avec tout le monde. L'aîné, lui, il avait quelque chose au basket, mais il voulait pas en faire plus. Donc, je pouvais pas le faire chier de la même façon que je faisais chier son... Ah oui, ouais. Et c'était vraiment très tôt, j'ai compris ça. Que tu peux apprendre du basket à tout le monde. Et les gens ont souvent se posent souvent la question, même le prennent mal. J'ai reçu une critique il y a pas longtemps à la télé en quelqu'un disant oui, mais il prend tout le monde. Alors moi, je reviens tout de suite. Le coach sportif. Il prend qui? Prend pas tout le monde. Tout le monde. Et il entraîne le confirmé. Moi, je me fais entraîner par quelqu'un. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc, pourquoi tout le monde au basket n'aurait pas droit à son niveau? C'est parce qu'il faut comprendre que c'est personnel. Et moi, dans ce personal trainer, nous, on a des clients, ils déstressent. Ils travaillent beaucoup. Et grâce au basket, ils enlèvent le cerveau et ils apprennent des nouvelles choses. Donc, pourquoi pas? Donc, ça le stimule à sa façon. Tu fais, en fait, des entraînements pour... j'ai l'impression que c'est un peu comme les gens qui vont à la salle pour faire de la boxe sans aller combattre. Exactement. Ok, d'accord. Bah oui. Moi aussi, je fais de la boxe anglaise. J'ai fait 4 sparring dans ma vie, mais j'en veux pas faire plus. Ok. Mais tu veux tout l'aspect physique. Exactement, le travail, même comment dire, l'effort, l'abnégation que ça emmène, de se surpasser, c'est la même chose au basket. Et nous, on en a, ça marche très très bien avec eux. Donc moi, j'ai vraiment commencé avec ce type de profil. Donc à la fois développement des skills, mais aussi bien-être parce personnel, mental, tout. Ça permet de lâcher un peu. Exactement. Et on passe un bon moment ensemble. Exactement. Et j'ai commencé comme ça et vraiment, je serais toujours reconnaissant envers la Hoops Factory. À l'époque, Gilles Bravo et son collègue m'ont dit, ça te dirait de faire des camps pour nous. T'es ancien joueur, t'as quelque chose, je te vois coacher des gens tous les jours. J'ai dit pourquoi pas. Et c'est vraiment parti de ce premier camp où j'ai eu pas mal de gamins. Ça a fonctionné. Et après, les parents me disent, mais à côté, ça vous dirait de coacher notre enfant? J'ai dit oui, pourquoi pas, je suis là tous les jours. Et à la base, c'était pas prévu. J'ai commencé comme ça. Et un client, 2 clients. Et Covid, David Michino contre qui j'ai joué. Donc ça, c'était un peu plus facile pour moi. Qui était à Nanterre à l'époque, non? Le Valois. Ouais. Avec Collet. Je lui dis, et je me souviens, je lui envoie un message, parce qu'on échangeait souvent. Ah non, je dis n'importe quoi. Yanis Morin. Qui joue au Japon maintenant. J'ai joué ma dernière saison web, j'étais avec lui. Et quand il signe à Strasbourg, je crois que c'est son premier vrai contrat à Strasbourg avec des responsabilités, il me dit je sais, je t'ai vu coacher, je t'ai vu t'entraîner, j'ai vu ton éthique de travail en tant que joueur. Parce que la petite anecdote, c'est qu'il a eu 2 TND contrats aux Tenders. Et quand il se préparait à y aller, à l'époque, il était jeune, il arrive en retard, l'hygiène de vie. Et on a tous eu ce grand frère dans l'équipe qui dit qui rappelle un peu les règles de base, quoi. Je dis mafia, viens. Viens 30 minutes avant, s'il te plaît. On va faire un peu de gainage. Avant de partir, viens, on shoot. Dribble un peu.
est-ce que tu peux essayer de manger mieux? C'est pas sérieux d'arriver en retard. Et j'étais même un des seuls qui pouvait échanger vraiment avec lui. Et il m'a ressorti ça, il dit, je t'ai vu. Je sais ce que tu... Rien que ça, il m'a dit, on sait même pas si tu vas bien me montrer des trucs. Moi, ça me va. Ouais. Et on est parti de là. Je suis allé 1 mois avec lui à Strasbourg, un été. Et je suis resté avec 1 mois. On a bossé. Et je tiens à dire que une partie du staff de Strasbourg n'était pas content, parce qu'il faut dire la vérité. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Ah oui. On leur peint. Si tu participes au développement de voilà, non, je pense que eux aient même à travailler. Voilà, c'est ça. Tu vois, je vais même aller plus loin, vous allez voir, mais tout le monde n'a pas cette vision, malheureusement. Okay. Et je croyais que j'étais fou. Non, je suis pas fou parce que je suis allé à Las Vegas, je vais vous raconter. Vas-y. Et j'ai vu comment ça se passait avec des joueurs NBA et même des top joueurs d'Euroleague. Je dis qu'on est quand même un peu en retard ici des fois. Même si c'est en train d'avancer, hein. Je ne comprenais pas pourquoi, si un joueur se sent bien, parce qu'il faut prendre aussi en compte avec quelqu'un, et a besoin que cette personne l'accompagne. Je ne parle même pas de mes compétences. Admettons, je ne sais rien faire. Mais le joueur se sent bien avec moi et peut performer parce que je suis à côté de lui. C'est important. Pourquoi se limiter? Voilà. Pourquoi limiter l'opportunité? Voilà. Alors je vais exagérer, je veux dire NBA, Euroleague. Certains clubs d'Euroleague laissent faire. Mais en fait... Parce que c'est quoi? Ils ont peur de perdre le contrôle sur le joueur? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est un problème de culture, c'est-à-dire nous, on n'est pas habitués. C'est dans la culture aussi, mais il y a cette notion du contrôle. Il y a cette notion de qu'est-ce qu'ils font. Et est-ce qu'ils peuvent le blesser? Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais dans ce cas, on se pose. Et je vous mets une trame, je vous montre des axes de travail. Et il y a le load management. Je vous dis combien de temps un entraînement va tenir. Pourquoi pas t'ouvrir les portes à des moments définis avec le club pour que tu puisses être en contact avec le joueur et apporter ce que tu dois lui apporter. Et comme ça, ils regardent, ils sont là, ils sont un peu contents. Ça serait très bien. C'est les clubs qui sont pas très intéressés. Non. Je comprends pas, moi, ils ont pas à travailler. Et ça développe le joueur. Mais après, je pense qu'on peut les comprendre et c'est pas méchant, on tire sur personne. Imaginez, c'est quelqu'un d'ailleurs qui vient bien faire le travail. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites pas bien votre travail. J'ai compris. Et je pense que c'est l'approche qu'ils ont. Pourtant, ce n'est pas le cas. Oui. Attention, il faut pas qu'on... On est d'accord. C'est une vision. C'est vraiment ça. Et je peux vous raconter l'histoire. Et d'ailleurs, cette année, je vais en Turquie. Moi, j'ai commencé à faire à l'étranger. David Michno, qui est un de mes premiers. Donc, on est vraiment... Franchement, c'est mon gars. Et il te sollicite encore un peu là? Bien sûr. J'étais en Turquie au mois de mars de cette année. Il avait un trou. Et c'est ça que je dis que c'est important de voir avec son entourage. Et il me le cache, il me dit, je suis pas bien en ce moment. Parce qu'il sortait de 2 grosses performances et après il est descendu. Il faut que tu passes, on met à jour 2-3 trucs. Je dis, OK, il me prend mon billet, mon hôtel, je vais en Turquie. C'est la première fois, un genre c'est magnifique cette sensation. Il te met bien et tout. Je sais que t'as des compétences, mon gars. Ouais, mais après, nous, on s'entend bien. Il sait ce que je sais mettre, je mets sur la table. Donc, et je viens, on bosse. Et le jour où j'arrive, il prévient son général manager et le coach. Pas de problème. Mais sauf qu'il y a un truc qui nous a fait rire. C'est que quand on arrive, d'habitude, les jeunes du club ne s'entraînent jamais individuellement avec les assistants. Donc, ils ont quand même laissé faire. Mais ils étaient tellement curieux de voir ce qui allait se passer. Donc, ils sont venus. Et malheureusement, ils n'ont rien proposé de fou aux gamins en face. Donc, nous, on a regardé vite fait. Mais je crois qu'ils attendaient juste de voir ce que nous, on allait faire et tout. C'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Et ils ont vu David la bosser. Et ça, c'est un truc... surtout à les professionnels, je fais. Je pourrais vous montrer des images. J'ai limite les systèmes de tous leurs systèmes de jeu, les phases on les utilise. Je fais pas vraiment la recherche et je peux pas forcément en dire plus. Mais ceux qui sont dans le monde professionnel savent qu'il y a un logiciel qui s'appelle Instat et qui répertoire tous les stats et les images. C'est incroyable. En fait, la NBA fait ça depuis plus de 20 ans. Maintenant en Europe, on a toutes les images. Il perd la balle à gauche du terrain avec l'index. Si je tape, j'aurai toute la saison. Et pour tous les joueurs avec qui je travaille, je l'ai. Donc pro. Attention. Il faut être à un certain niveau. C'est une vraie ressource quand même. Ah oui. Pour être en mesure de dire, OK, ça, on va le bosser, ça, c'est bien, non, mais ça, c'est moins. Moi, je vous dis tout de suite, le pro, c'est ce qui est le plus facile pour moi. Ah oui. Parce que t'as les moyens. Pas forcément les moyens. J'ai vécu ce qu'ils vivent. Je me suis déjà fait couper, je sais ce qu'on peut demander à quelqu'un, je peux aller très loin. Et je parle toujours de Jean-Luc Monchot, il faut le dire. Une certaine approche, on avait vécu l'Euroleague, l'Eurocup. À un moment donné, je sais ce qui marche pas. Je ne l'ai pas inventé, on le voit tous les jours. Maintenant, je pense que chacun absorbe à sa façon. Voilà, mais interprète à sa façon aussi. Donc, quand j'ai eu ces informations en plus,
Je peux vous montrer, même Nadir Rafi, j'ai la charte de où est-ce qu'il met les shoots, où est-ce qu'il met pas. Bon, des fois, il prend des shoots de fou, mais je peux vous montrer où est-ce qu'il y a le haut pourcentage. Et il est pas fou quand il va au même endroit du terrain. Ouais. Ou quand moi, il vient s'entraîner avec moi et que je le mets au même endroit du terrain pendant 30 minutes et après, on bosse des autres coins parce qu'on sait où il performe. Nadir Rafi, c'est un nom qui parle à tout le monde. Rapidement, comment on aide un joueur qui semble pas être académique à passer des steps et à progresser? Est-ce sa marge de progression, c'est justement de le mettre dans une forme de cadre pour peut-être développer d'autres aspects de son jeu, plutôt passeur, créateur, ou alors on le laisse faire et on essaye de lui mettre des skills complémentaires à ce qu'il sait faire parce qu'on sait que c'est ce qu'il aime, quoi, et ça marche. Moi, je pense que il a encore une grosse marge de progression et je pense que c'est l'expérience qui va le faire. Okay. Parce que jouer, quoi, les situations de jeu. Là, il joue bien l'Euroleague. Il arrive toujours à faire le fou en Euroleague. Mais je pense que c'est comme pour tout. C'est quand on se cogne contre le mur à un moment donné qu'on comprend que peut-être qu'il faut faire autre chose. Voilà, alors, et c'est pas péjoratif, attention, parce qu'il performe. Et tant qu'il est aussi adroit, parce qu'on va parler de sélection de shoot, c'est vrai qu'il y a des shoots, on dit wow. Mais par expérience, quand un joueur il marque, qu'est-ce que vous voulez dire en fait? Bon, hein. Après, il y a aussi l'aspect, tu vends des places. Hein, parce qu'au final, oui. Moi, je prends du recul là-dessus. Moi, je prends. Quand on a un qui vient et qui. On est à Paris, il fait le show à Paris. Ouais. Les gens, ils viennent voir un spectacle quand même. Au bout d'un moment, faut. Ça, c'est différentes approches. Et je pense que c'est le basket qu'on n'a pas souvent eu en France. C'est clair. Quand tu dis différentes approches, est-ce que le coach il aime prendre en considération le fait qu'il faut vendre des tickets? Lui, il veut que les fans de jeu soient respectés, je pense pas. qu'à la fin, ce soit bucket, quoi. Tu vois, pense pas, exactement. Et je pense que le coach de l'année dernière, Thomas Isalo, pardon. Ouais, il a vraiment été bon là-dedans, ouais. En le laissant être lui-même. Ouais. Et quand ça allait pas, viens t'asseoir. Okay. Et je pense que quand je vous dis, c'est juste l'expérience. Qui vont faire que il va comprendre que des fois là je peux faire mieux, je peux lancer un pic, peut-être penser à ses coéquipiers parce que souvent il y a un seul ballon et bon tu shoots mais il y a un leader qui est le coach et c'est lui qui donne les cartes à chacun. Parce que c'est quoi être professionnel? C'est bien exécuter ce qu'on nous demande. Il y a le rebondeur qui prend bien des rebonds. Je peux vous dire la petite anecdote, vous allez être surpris dans quelques années quand vous allez voir Mathias Le Sort mettre beaucoup de shoots. Moi, ça fait 4 ans que je le vois mettre des shoots. Mettre des lancers francs, surtout, aussi. Tout. Ok. Tout. Crois-moi. Parce que la finale des JO, là. Ça arrive. Il y a des moments. Son pourcentage pour le défendre n'est pas dégueulasse, mais c'est vrai qu'au JO, c'était pas énorme. Mais je vous promets, vous allez être surpris dans quelques années quand il va mettre des shoots. Okay. Mais sauf qu'aujourd'hui, ses coachs ou ses équipes n'ont même pas besoin de ça. Tellement il excelle dans ce qu'il fait. Après, le problème est là, est-ce que ça bousille pas un peu ta confiance en ton shoot? Parce qu'on te laisse pas prendre ton shoot en match. Tu peux les mettre à l'entraînement à l'aise. En match, c'est pas la pression. Maintenant, est-ce que tu as la pression quand tu signes 3 millions et... Il faut savoir, c'est ça que je te parle, c'est quoi être un professionnel. Entre ce que toi tu aimerais faire et comment tu voudrais que ça se passe. Parce que c'est toujours comme ça. Et on a souvent cette expression, on a appris ça des Américains, they don't let me play my game. Tu as dit mon jeu. Non, c'est quoi ton game? Mais où est-ce qu'on peut te mettre sur le terrain et tu performes et tu es bien payé? Ça, c'est une équation difficile à résoudre. Parce que c'est ça un professionnel. Ouais. Tu acceptes ce rôle aussi. Il faut accepter ce rôle. Être élite dans ce rôle-là, tu vois. Parce qu'après, il faut le tenir. Exactement. Parce que c'est ça qui te permet de faire carrière et donc de signer contrat après contrat. Et d'être référencé. Et maintenant, tu as une base et les petits points faibles. C'est pour ça qu'il y a le off-season. C'est pour ça que nous, on peut être là maintenant, les coachs. Et tu viens et on bosse. Ouais. On te met dans une situation où il faut que tu progresses. Et c'est... Enfin, avec les pros, c'est ce que je fais plus ou moins. Il y en a, ils ont besoin de plus de shoot, plus de dribble, aisance, du pick and roll. Ça dépend. Maintenant, tu viens et tu as été comment cette saison? Moi, je vais même plus loin. Abdoulaye Ndoye, pareil, avec qui je bosse depuis 3 ans. Je prends ses stats, je lui demande de lancer franc, je dis c'est pas possible. Et ce que moi j'aime bien sur ce genre de personne, il le prend pas mal. Il dit, t'imagines, t'es à 75%, ça te fait 3 points de moyenne en plus. Et t'es déjà à 11 points de moyenne. Et si tu augmentes ton pourcentage au lay-up,
Ouais. Vous voyez, moi, je sais de quoi je parle. On passe un gap. Et je vais même souvent loin. Hein. Et là, c'est des petites piques que tu leur mets. Donc, tel joueur, je vais pas citer un nom, pour pas, voilà, est à 180 000. Il est à 14 déval. Donc, avec tout ce que je t'ai dit, tu serais à 17 déval. Tu prends combien l'année prochaine? Beaucoup plus. Fin d'histoire. Ouais. Fin d'histoire. Quelques Fin pourcentages. d'histoire. Mais oui, et des fois, les carrières, on est à ça. Pourquoi lui touche plus là? Mais regarde. Oui, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais regarde, des évaluations. Puisqu'on est dans un sport de statistiques. Et souvent, sur le marché, on va regarder le meilleur français qui a la meilleure éval et le meilleur rebondeur, etc. Bah, c'est ceux qui ont toujours des clubs, etc. Bon, toi, viens juste en Normande. Et ouais, je vous ai même pas parlé de size tape. Et, genre, je lui ai parlé, viens, ton pourcentage. Et des fois, lui, je le saoule. J'ai envie de dire ça comme ça. Les séances, elles durent 2 heures. Il y a au moins 1 heure de lancer franc avec des challenges. Je veux que des ficelles. Et là, je peux vous parler d'un aspect mental et je peux donner un tips à tout le monde. Vous demandez des ficelles à un joueur, il va commencer à chercher le meilleur shoot possible. Forcément. Et il va marquer. On n'aura pas autant de ficelles, mais il va souvent marquer. Ouais. Il va même pas se rendre qu'il marque, en fait. Ouais, Pourtant, il sera pas content, mais la ficelle, mais il va marquer. Et c'est des petites astuces. Donc, moi, je le saoule comme ça. Et là, il dit, ah ouais, ouais. Et là, maintenant, on attend la saison qui arrive. Check les stats, il dit, hey. Pour valider. Et tu vois, c'est pour ça qu'on va dire bon coach, pas bon coach. Mais où est-ce que tu veux emmener un joueur? Parce que faire des tournées avec 2 ballons, mettre des. Je pense qu'il peut le faire tout seul, même. Mais c'est pour ça que je vous dis, les pros, pour moi, c'est plus facile. Formation, alors maintenant. Ouvrons un gros volet, discussion autour de la formation, pardon. Tu es proche de la jeunesse. Ok, cette jeunesse, on l'a dit tout à l'heure, qui voit les Wemby, les Bilal exceller, arriver très jeune en NBA et s'installer avec des gros contrats et des perspectives sportives importantes. Quel est leur regard, parce que peut-être qu'ils en parlent entre eux et que toi, tu es un peu le tonton qui écoute. Quel est leur regard vis-à-vis de ces réussites sociales et sportives? Et quelle est la position du coach que tu es, individuel et collectif, vis-à-vis de ces réussites et vis-à-vis des projets que certains ont? Parce que certains, et même les parents, on va aussi en parler après, ont peut-être des projets pour les gamins. Et comment toi, tu accompagnes ce projet? Parce que quelque part, j'imagine qu'il ne faut peut-être pas doucher le truc, mais il faut peut-être aussi faire face à une forme de réalité. Donc, comment toi, tu t'adaptes à ça? Bah, il faut vite qu'on va commencer par les parents. Vas-y. Et parce que c'est le plus important. Et tu as cité Wemby, mais c'est pas le seul. Moi, j'en connais. Ça part souvent de la maison. Comment le gamin a grandi. Quelle culture on lui a inculqué. Du sport ou pas du sport. D'autres gamins, c'est dehors. Ouais. C'est pas la même chose. Okay. Et souvent, celui qui est à la maison a plus d'avantages que celui qui est dehors. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est ce qui passe souvent. Ceux qui sont dehors, des fois, c'est des exceptions. C'est, on va dire, des miraculés entre guillemets. Mais bon, moi, je parle souvent des parents en premier. On a souvent beaucoup de parents qui vivent la carrière à la place des enfants. Ouais. Et moi, je le vois même souvent pendant le workout. Le père, il transpire. Et moi, au début, ça faisait trop marrer parce que j'ai un niveau d'exigence et même au workout, c'est pas comme en club, mais si t'es pas dedans et tu veux de tension, ça va pas. Pour moi, déjà, tu fais perdre l'argent à tes parents. Parce que souvent, je dis, nous, à notre époque, on n'avait pas ça. C'est un luxe qu'ils ont tous les gamins. Et même être parent, je pense que je pourrais dire bravo à tous les parents que je vois. C'est un job à plein temps. Moi, j'ai des parents qui viennent, qui passent la journée assis et télétravail, ils regardent et tout. Ok. Mais il y a des parents, ils le vivent un peu trop. Okay. Et quand moi, je fais 2-3 pics au gamin, quand le gamin vient à la pause, il dit, hey, il t'a dit, t'es pas construit, attention. Mais, donc c'est les parents qui surenchérissent. Qui menacent. Non. Le coach faire son taf de et même, laisse le gamin. Je veux dire, moi, ce que j'aime bien dire à tout le monde, c'est un laboratoire et c'est l'endroit où à tout le monde, vous avez le plus le droit de vous tromper. En fait, vos erreurs, c'est ça qui va vous permettre de progresser. Et du coup, vous pouvez tenter plein de choses. Okay. Et ce qui va marcher, c'est comme ça, on va prendre, ou même vous allez sentir que ça passe. Et où la mémoire musculaire, elle prend le dessus, parce que, comment ça, pas des robots, mais ça sort automatiquement. Okay. Donc, pour moi, le premier, c'est les parents. Comment ils perçoivent le sport. Okay. C'est parti du foot avec le projet Mbappé. Maintenant, on est au projet... Tu vois au basket, ça, ou pas? On est au projet Wembanyama maintenant. Okay. Mais sauf que tout le monde ne va pas faire 2 mètres... 24 tous les parents ne font pas 1 mètre 4. Le père fait plus d'1 mètre 90, la mère fait plus d'1 mètre 80.
C'est génétique, ça, c'est prouvé. Il y a des exceptions, les parents sont petits, le fils est grand. Parce que l'arrière-grand-père ou une des tantes dans la famille, la génétique, elle marche. Si les gens ne savaient pas, il faut qu'ils comprennent. Donc, c'est pas pour tout le monde. Ça, il faut qu'on soit... Maintenant... C'est un discours que tu as avec les parents, ça? Ah oui. Pour ceux qui sont directs dans les volontés de leurs enfants Mais... d'être... Toi, tu es direct avec les parents? Des fois, je le prends même mal, parce que des fois... C'est beaucoup de pression, ça. Moi, il n'y a pas très longtemps, je reçois un message. Bonjour, moi, j'aime bien ce que vous faites. Mon fils a des détections, il faut qu'il vous entre avec vous. Alors, est-ce que... Et vous voulez prendre 2 cours. Est-ce que... En 2 cours, je vais changer Je vais changer le je me suis demandé ce genre de compte. Non. Alors oui, souvent, ça booste un peu la confiance parce que sur un entraînement, tu lui montres quelque chose et qu'il commence à dire « Ah, mais je peux souvent faire ça. » Et tout le monde ne marche pas de la même façon. Tout le monde n'absorbe pas de la même façon. Okay. Il y en a... J'ai des gamins, ça a pris 6 mois pour avoir une bonne coordination et dissociation. Il y a des gamins, ils l'ont déjà. Okay. Mais moi, je suis pas pour... Demain, il y a la détection, il vient te voir. Non. Qu'est-ce que tu veux faire avec les entraînements? Et je demande toujours ça aux parents et des fois aux gamins. Globale, quoi. Voilà. Okay. Pourquoi vous venez me voir? Okay. On commence par ça. Et souvent, quand il est un peu trop à fond dedans, le parent, je dis, mais c'est vous ou c'est l'enfant? Voilà, ouais. Et souvent, on a, non, c'est lui qui demande. Ok. Mais tu le sens vite. Et je dis, ok, des fois, si vous voulez l'engueuler, faites-le à la maison. Ici, laissez-moi engueuler. Okay. Comme ça, on fait la part des choses. Et de toute façon, il peut pas avoir 2 méchants. C'est pas possible. Il va craquer un jour et le jour ça va pas marcher, il va en vouloir à tout le monde. Ouais. Donc c'est sûr. Okay. Donc souvent il faut éduquer un peu les parents, modestement. En tout cas, il faut juste où est-ce que vous l'emmenez? Pourquoi vous faites ça? Okay. Et c'est où moi je commence à expliquer il faut qu'on dise aux gens, c'est qu'il y a plusieurs façons d'approcher le basket, devenir professionnel, en vivre du basket. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y a des cartes, nous on les a pas. Il y a un seul truc que votre fils on peut tous contrôler là, c'est le pousser à un certain niveau d'exigence et une très bonne éthique de travail. Et je lui dis souvent, c'est quoi les bienfaits? C'est que s'il a une éthique de travail, maintenant, c'est pour le reste de sa vie. Si tu sais travailler, adaptable à tout, tu peux faire. Tout, ouais. Et moi, je dis souvent, moi, j'en suis une preuve. J'ai pas fait d'études, mais bon, merci au Covid. Mais quand il fallait passer des diplômes, j'ai retroussé les manches parce que moi, je sais m'entraîner tous les jours. Okay. Et tu as cette éthique d'intensité, de régularité. Je sais me dire, il faut que je sois le meilleur, il faut que je réussisse. Okay. Et il faut que j'arrive à mon objectif. Okay. Donc, si votre gamin, et maintenant ils le font beaucoup plus tôt. Nous, l'année dernière, le plus jeune avait 4 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, 4 ans. Non. 4 ans. 4 ans. C'est trop. Oui, 4 ans quand même. 4 ans. Mes petits, ils ont 4 ans, je les amène au basket, mais détendez. 4 ans. 4 ans. Et je te dis, Handel, il est là, il est concentré et tout. Bras tendu, poignet cassé. Mais à 4 ans. Et tu le dis, après. C'est les parents, c'est pas le petit. Oui et non, parce que le petit, il est... Mais je pense que, je dis, à la maison, comment ça se passe? Ouais. Ça se trouve, depuis qu'il est même dans le ventre, il mettait des vidéos de basket et oui, à la télé, il y a que du basket. Le petit, il est passionné. Par contre, c'est un enfant, c'est un bébé, pas un enfant. Donc, quand il n'a pas envie... Il n'a pas envie. Oh là là, il se pose, il regarde tout le monde et non. Bah, normal, non? Ouais, ce qui est normal. Ouais, il dit non. Et pourtant, moi, je suis impressionné. Parce que je pense qu'il y a même des adultes qui peuvent pas se concentrer plus d'une heure. Que lui, et des fois, on est 1 heure et il dit là, il a tenu, ouais. Il est fatigué, il va boire, il revient et tout. Et quand on a 2 gamins de 5 ans ou 4 ans qu'on court, ils veulent se tuer. Ça pleure et tout. Ouais. Mais bon, donc à la maison d'abord, qu'est-ce que vous voulez en faire? Pourquoi? On ne devrait même pas dire qu'est-ce que vous voulez en faire. On définit un projet en fait. Laissez-le choisir. Okay. Accompagner du mieux. Et moi, j'adore ce discours parce qu'il y a des parents qui viennent. Mon fils est passionné de basket. Apparemment, il a quelque chose. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'accompagner? Ce qui marche, ce qui marche. S'il devient pro, non. Mais je veux qu'il se donne tous les moyens et tente sa chance. Okay. Là, je dis OK. Et c'est les meilleurs. Et des fois, ça marche pas. Après, nous, on a des gamins qui ont réussi à aller en centre de formation. Et on a commencé en minime départ. Et là, ils sont allés en centre de formation. Parce qu'ils ont su être acteurs de leur projet. C'est ça. Et être investi régulièrement pour que, entre guillemets, ça marche, quoi. Des fois, tu dis aux gamins, ton père, il va pas l'être tout le temps. À un moment donné, ça doit venir de toi. Tu veux t'entraîner? Bah, prends ton emploi du temps. Parce que des fois, tu dis, c'est quand la prochaine fois que tu reviens? Il faut que je demande à papa. Papa, il t'a donné le feu vert. Tu viens t'entraîner 1 ou 2 fois par semaine. Maintenant, toi, prends ton emploi du temps. Et moi, je pense que c'est tout ça. Quand je dis
qui me passionne, ce qui me stimule le plus, c'est que tu vois comment les gamins, alors j'ai cette chance, hein, comment les gamins ils grandissent. Moi, j'ai commencé à des gamins, ils m'arrivaient là et maintenant ils sont là. Et tu vois ce qu'ils sont devenus. Athlète et l'homme ou la femme, quoi. Voilà, c'est tout. Et je pense que et vous voyez, je vous parle toujours pas de skills. Non, mais c'est intéressant. Le mentoring, moi, tu vois, c'est un peu moi, je ça, parle le pas de développement skills. personnel. C'est skills, hein. C'est pas les skills au basket, mais c'est ce qui enchaîne sur, en fait. Ouais. Et après, maintenant, on parle de basket. Après, maintenant, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qu'il te faut? Et ben justement, les gamins aujourd'hui, moi j'ai le sentiment de ce que j'observe, je suis encore un peu dans les salles, à travers mon métier et puis mon cœur aussi. J'ai l'impression que les gamins sont peut-être un poil plus doués parce que plus capables d'aller chercher de l'information et donc du coup de restituer avec leurs moyens ce qu'ils ont vu sur les réseaux ou les matchs qu'ils peuvent regarder, les highlights et tout. Donc j'ai l'impression qu'il y a une base technique, peut-être pas tactique, qui semble être un peu plus élevée. Je sais pas ce que toi tu vois sur le terrain. T'as dit le mot, l'information. Okay. Tu reviens il y a 20 ans, seulement 20 ans. Alors moi je vais même revenir plus tôt, 25 ans. Au Cameroun, on regardait NBA Action une fois par semaine sur Canal+. C'est très mal. Une fois par semaine. Ouais. Et c'était télé, hein, c'était pas réseaux sociaux. Ouais. C'était Donc, Canal+. Il fallait avoir en clair. Il fallait arriver à l'heure. Ouais, voilà, midi et quart. Moi, je peux pas oublier. Mais moi, c'est comme ça que je me suis construit. Mais moi, c'est comme ça que je me construis. Parce que et le sport emmène ce côté kinesthésiste. Ouais. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce mot. Je vais aller très simple, capacité de reproduire ce qu'on voit. Okay. Mais on peut aller très loin dans l'espace, mais je vais aller très simple. Et les gamins l'ont souvent très tôt. Vous avez vu des gamins danser? Il y a des gamins, ils n'ont pas besoin d'apprendre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez le truc qui était comme ça là. Les gamins, ils n'ont jamais appris. Moi, un gamin m'a appris. Ok. Et est-ce que ça a marché? Oui. Okay. Mais je ce côté grâce au sport. Ok. Et moi, j'allais en venir, j'ai appris à jouer au basket comme ça. Moi, ça a jamais marché. Moi, j'ai appris à jouer au basket comme ça. Mais vous remarquez, les gamins l'ont très tôt. Ok. Mais parce que le disque dur, il est vide encore. Et donc, tout rentre facilement. C'est pour ça que on peut développer vraiment des monstres, pour moi, à mon sens. Wembanyama, allez voir comment s'est occupé de lui. Je vous dis, c'est... Petit déjà, c'était... Ah non, il était en avance. On peut exiger quand même. On revient un peu sur nos jeunes. Mais est-ce qu'il est réceptif ou pas? Est-ce qu'il est réceptif ou pas? Ça part de ça. C'est d'abord ça. C'est si tu sens qu'il est réceptif, je peux appuyer et exiger. Maintenant, on n'est pas on a nos gamins. Moi, j'ai un gamin. On n'est pas le père d'autres gamins. Je pense que chacun fait comme il sait à la maison. Mais Wemby, ça marche en tout cas. On dit ce qu'on veut. Okay. On ne sait pas s'il était contre ou pas. Alors, on va loin. La méthode Williams. Ouais. Il a carrément imposé au truc au point où limite les dégoûter. Ça, c'est un peu, ça semble être différent. On n'y était pas. Ça semble ce qu'on a vu, ce qu'on voit. Donc, je pense qu'il y a plusieurs approches. Ok. En plus, moi, je m'occupe d'un gamin qui était à Barcelone pendant 4. Il est arrivé à Barcelone à 11 ans. C'est incroyable. Son père, pour moi, il a fait presque pareil. Et c'est fou, hein. Il allait au culot, il a emmené son fils, il a montré son fils. Par contre, son père, il me raconte, c'est trop fort. Quand le gamin était bébé, il mettait des couleurs, il mettait plein de trucs, il testait plein de trucs au gamin. Il a éveillé son fils, quoi. Tu passes du temps avec ton enfant, tu l'éveilles. Après, il y a des résultats. Hein. Si tu formates un peu. Déane, je suis allé à la Masia lui rendre visite une fois. Déane ne rate pas une passe. Tu peux lui mettre un petit cercle comme ça, il rate pas la passe. Son père lui a fait répéter, je sais pas combien de passes. Main droite, main gauche. Tu vois, c'est. Ouais. Ça dépend de l'approche. C'est pour ça qu'on reparle des gamins, c'est à la maison. Okay. Maintenant, l'information, je disais, ils ont tout, mais il n'y a rien pour moi. Parce que je dis souvent à des gamins, c'est pas normal qu'il y ait des gammes et même des mouvements que vous êtes incapable de faire. C'est pas normal. Moi, j'ai vu White Chocolate à l'époque, une fois sur Gary Payton, vous parlez de violation, il va en contact, il s'arrête entre les jambes, il fait une hésitation, il met un push-cross, il passe. Et il shoot au-dessus du carré. J'ai répété la même action. Je ne savais même pas que c'était important de mettre la balle au-dessus du carré. Maintenant, je la raconte. Exactement. Maintenant, je demande à tous les gamins de shooter et en mettant la balle au-dessus du carré. Mais moi, j'avais juste recopié exactement la même action. J'allais, je m'arrêtais, je faisais hop, et après, je mettais la balle le plus haut possible. Je grandis 15 ans après, je dis, mais si je mets la balle le plus haut possible, le contreur, il peut pas la toucher. Il n'y a même pas d'angle pour la toucher. Tu vois, et pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal, ouais. Vous avez tout. Tout, alors, allez-y quoi, tentez. Et maintenant, pour moi, ils ont tout et rien. Okay. Mais quand tu as accès à tout, tu as le temps. Oui, mais ils en font rien. Alors, quand tu as accès à tout, tu n'as rien. Parce que quelque part, il faut aussi tu vois, prioriser, cadrer exactement. etc. D'où maintenant l'élite sort. Ok.
Bah, c'est simple, la sélection naturelle, elle se fait. Je Il y vois. a des gamins qui sont plus concentrés que d'autres, Je vois. qui regardent pas le basket de la même façon. Parce que tu sais que c'est un truc de fou, hein. Le side step de James Harden. Presque tous les gamins en Ile-de-France savent le faire. Mais je vous jure, gauche, droite, pour marquer à gauche, ils se trompent. Venez, on fait un pari. Je mets tout le monde là. Tu vas prendre les 3/4 des gamins. Tu dis, hey, James Harden, side step, Mike James qu'on voit, Ouais. ils te le font normal. Aussi beau que. Mais tu lui donnes un ballon, accélère, main gauche, déjà dribble que main gauche. Difficile. Gauche, droite, mets-moi aller hop. Droite, gauche tout le temps, il se trompe. Après, c'est la répétition, c'est l'entraînement, c'est Mais de faire. tu vois comment c'est égaré Ouais. du La basique différence au truc entre les deux. super flashy. Bah, aujourd'hui, on a accès à tout, des réseaux sociaux. Et je pense que les gamins se perdent là-dessus. Mais vraiment. Et ils oublient, parce que souvent, quand tu parles de basket, et j'ai parlé de responsabiliser, de pro, ce que vous savez faire, pourquoi on te paye. Je pense que tout le monde aujourd'hui, tu prends un gamin, tu vas être pro, tu vas faire quoi? Ouais, je vais mettre des paniers, Des fois, on oublie de parler de défense, de rebond, de poser des écrans. Ouais. Tout ce qui fait partie du jeu, mais tout le monde se voit balle en main. La fiche de poste, quoi. Ah, Tu vois. personne s'imagine en Ben Wallace. Hein. Exactement. Non, c'est difficile. Exactement, Pourtant, ouais, exactement, c'est difficile. exactement. C'est pas les images qui vont sur les réseaux. Hein. Ouais. C'est publié aussi, tu vois. Exactement. Highlights et compagnie, Exactement. le tir à 3 points de Steph, et Ouais, tout le monde faire pareil. ouais, c'est ça, exactement. Donc, je pense que ça pêche un peu. Après, maintenant, si tu parles de le style de jeu, Ouais. moi, je suis en Ile-de-France, très particulier. Très particulier. J'ai du mal. Pourquoi? Alors, moi, j'étais formé à Nancy. Mais on m'a pris. Qu'est-ce qui te manque? Moi, je pense que clairement, on ne sait pas jouer demi-terrain. On est que dans du jeu. Alors, chez les jeunes, il faut jeu de relance. favoriser le jeu de relance. C'est Ouais. important chez les jeunes. Ouais. Ouais. Mais il faut quand même un minimum de demi-terrain. Bah, si t'es défendu, ouais. Et alors, qu'est-ce qui arrive souvent, par Je expérience? transition un peu, mais sinon demi-terrain. C'est zone presse tout le temps. Mm. Parce qu'on ne veut pas défendre demi-terrain non plus. On pousse l'attaquant à jeter la balle le plus vite possible. Et on repart de l'autre côté. Et quand tu regardes les matchs chez nous à Paris, même mes matchs, on va jouer avec 200 possessions. J'exagère. Hein. Quand tu dis Paris Basket 14, là? Non, oui, même avec mes jeunes. Ouais. Parce que des fois, tu veux Ou même t'adapter les grands, et tu veux mettre le ballon sur le coude. Mais les gamins, ils ne savent pas faire. Et quand tu mets 2-3 formes, tout le monde est perdu. Toi, tu pousses à quoi, du coup? On fait des formes de jeu. Même s'il y a échec. Bah, Même si ça nous. ça me frustre souvent. Un autre style aurait pu te permettre de gagner le match, pardon. Ah oui, Même si mais tu préfères revenir sur une forme de jeu et dire nous, on impose. bah, le jeu. ma première année avec des départs, je ne pensais même pas à gagner et j'étais aussi exigeant. L'année dernière, j'ai eu un très bon groupe, peut-être un des meilleurs que j'aurais eu dans ma carrière de coach chez les jeunes. J'espère en avoir d'autres, mais les gamins avaient compris où on voulait aller. Et mais après, je veux pas vous mentir. Alors moi, je suis dans le basket associatif et je devrais faire un chapeau à tous les coachs qui sont dans le basket associatif. 2 entraînements par semaine. C'est pas beaucoup. Hein. Je veux même pas vous parler de la rémunération parce qu'il faut pas qu'on en parle. Ouais. Et des déplacements dans toute l'île de France. Ouais. Il faut vraiment aimer le Il basket. n'y a rien d'optimal. Ah, Il y a rien d'optimal. Et moi, je suis parti de. Bah, moi, les miens, ils ont 4. Ok. Et je force. Dieu merci, la Hoops, je m'entends bien avec eux, donc j'ai les créneaux à la Hoops. Ok. Et du coup, on est en entraînement individuel, ça peut permettre de. Parce que D'avancer. tu peux pas tout faire en 2 entraînements d'1h30. Non, c'est sûr. Et c'est où le basket en Ile-de-France, c'est spécial. Les créneaux n'appartiennent pas au club. Ouais. C'est une association. Donc, si tu veux vraiment faire tes gamins passer un cap, surtout tu prends des gamins qui partent de rien. Parce que parlons pas de Nanterre, Paris Basket et Levallois, qui ont souvent des gros prospects, mais parce que c'est des grosses structures professionnelles au-dessus. Ouais. Mais si tu prends les autres, Charenton se débrouille très bien, tu prends toutes les autres structures, alors, les gars, ils taffent, mais avec les moyens qu'ils ont. Mais vraiment, vraiment. Et moi, je le vois parce que, alors, je pense qu'il y a d'autres qui font comme moi, mais moi, je fais 10 fois plus. Je dessine les systèmes sur une application de Blackboard, je vous montrerai. Et les gamins, ils ont toutes les formes de jeu. Et avant de venir à l'entraînement, tu dois réviser. Moi, je voudrais te relancer sur. Tu parlais d'associations, les créneaux multi-utilisés par d'autres, même sports, qui limitent peut-être un peu l'accès et donc le développement possible. Malgré ça, on en parlait il y a 2 semaines avec François Niam qui était assis à ta place. Malgré ça, les résultats sont là et les joueurs sortent. Est-ce que. Comment on prend ça Voilà. Comment on prend ça Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle résultat? On va dire pas quantitatif parce qu'on n'a pas non plus 30 joueurs en NBA, mais on va considérer que les résultats de l'équipe de France sont
correctes. Les équipes de France de jeunes sont, d'ailleurs cet été, soit victorieux, soit pas dans la victoire. Et on a 700 000 licenciés et on accueille donc du coup 700 000 licenciés. Un gros vivier. Voilà. Est-ce que tu vois, malgré les contraintes qu'on évoque, il n'y a pas quand même une forme de, pas de succès, mais une forme de réussite dans ce qu'on observe au quotidien? Je vais dire deux choses. Je veux pas être méchant, mais si on prend la Chine qui est surpeuplée, il y a moyen d'avoir beaucoup de... Okay. Donc on a un vivier où il y a beaucoup de joueurs. C'est la première chose. Donc c'est trop facile de dire que ça marche. Bien sûr, on marche en Ile-de-France là. Tu recrutes là, tu vas dans des quartiers, tu prends des athlètes qui sont faits. La génétique elle est comme ça. Ouais. Mais moi ce qui me dérange, puisque je suis dans l'associatif et dans l'associatif tu commences un peu à t'attacher aux gamins et à penser à ce qu'ils peuvent devenir demain. Alors vous avez parlé que des équipes de France et que de NBA. Et que la hype du basket. Ouais. On fait quoi des autres? Ils font quoi? Alors oui. Qui les accompagne? Voilà, exactement. Et moi je pense que y a la place pour tout le monde. Si ce serait facile si tout le monde pouvait aller en NBA. Mais je pense juste qu'il y a la place pour tout le monde dans le sens où, alors c'est pas trop notre culture au niveau des infrastructures en France. Ouais. Et les anglophones, les anglo-saxons, ils sont c'est au-dessus. Tu vas aux États-Unis, c'est un lycée où il y a personne qui joue, il y a tout, il y a une salle, il y a tout, il y a un gardien, il cire le parquet tout le temps. Tout et nous ici, les gardiens, ils veulent partir le plus vite possible et ils éteignent la lumière. Je suis obligé de le dire parce que on a connu. On l'a connu. Hein. Tu peux pas prendre ta douche rapidement. Non. Moi, j'étais dans le 17e à une époque, je vais pas citer le nom du club parce que à moins 10, il était né, il rallumait. Donc, juste pour vous dire, et dès qu'il était né, on fait ça. Ah, il est moins 10. Moins 5, deux fois, il a dit. C'est dur. Non. Et alors, boum, on est dans le noir. Et quand tu montes, tu dis, monsieur, oui, mais je dois rentrer. Et des fois, il me dit, oui, j'aime bien Mbappé. Mais vous croyez que Mbappé, il est sorti, on peut en sortir là, Mbappé. Oui, bon, bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais, moi, je parle juste du autre que, ok, vous avez cité que des gros noms, que la haute sphère du basket. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Et moi, je pense que les autres, on peut largement les accompagner et c'est eux qui peuvent remplir tous ces championnats nationaux et qui seraient vraiment denses et vraiment avec un vrai niveau. On voit en N2, en N3, on va chercher des étrangers. Faut qu'on arrête 2 minutes. Non, on les a les joueurs. Ouais. Les joueuses. Déjà, venez, on va en plus haut, on a des joueurs. Ouais. Mais ok, le basket, il est comme ça, il y a des étrangers qui sont très forts, il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais nos championnats nationaux, ils devraient être remplis de Français, justement ceux qui n'ont pas réussi à toucher l'élite, mais qui avaient un niveau cohérent, ils devaient être des joueurs. Et comme on va dire l'approche, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire en faire du basket, en vivre du basket ou devenir professionnel à très haut niveau, tu peux vivre du basket en étant en N2, en N3, gagner un petit salaire, travailler, accumuler, faire des trucs. Voilà. Donc tu vis du basket, de ta passion. Pas en gagnant des millions. C'est la base pour tout le monde. Mais exactement. Et je pense que ceux-là, moi, depuis que je suis dans l'associatif, ceux-là, ils sont un peu oubliés. Je les vois, ça fait 5 ans que je les vois, ils sont un peu oubliés. Ils peuvent être bons une année, etc. Mais après, pour un 30 secondes de formation, des fois, les critères, on veut des meneurs d'1m95, on veut ci, on veut ça, costaud, déjà grand, déjà très fort. Donc, mais vous êtes un centre de formation. Vous formez quand alors, si vous voulez que des joueurs déjà prêts? Donc, alors, je sais pas, je suis pas un centre de formation. Mais moi, il y a un truc qui me choque, qui me fait même mal pour les gamins aujourd'hui. Et je suis obligé de dire ça, c'est que même en Ile-de-France, je le vois en U13. T'entends des coachs dire aux parents, oui, il est pas adroit, il est pas encore assez fort, mais il a 12 ans, il a 11 ans. Et c'est en travaillant qu'il va le devenir. Mais qui va le faire travailler en fait? Mais moi je veux dire qui doit le faire travailler alors? Oui. C'est le monsieur qui dit il a pas ça et c'est notre boulot en fait. C'est parce que c'est facile, parce que je vais rebondir là-dessus, c'est parce que j'ai quand même la chance, pas tout le temps, d'avoir des interactions avec des coachs, des gamins qui viennent s'entraîner avec moi. Et franchement, il y en a, j'adore la j'ai pas le temps de le faire. Mais est-ce que tu peux lui arranger sa gestuelle? Il est moins bon sur sa main gauche. Ça j'adore. Mais ils sont pas beaucoup, désolé, ils sont pas beaucoup. Le reste, et je le dis ouvertement, il y a des coachs qui disent aux parents, il ne faut plus qu'il aille là-bas. Ah ouais.
Et le parent vient me voir, il dit désolé. Après, le parent, en fait, il dit non, mon fils, il se sent plus bien, il est plus en confiance, il progresse pas, je vais te l'emmener. Et tu sais, on va rigoler. Il dit juste, mais pas de story de lui. Arrêtez. Ah ouais, donc ça va jusque là, quoi. Ah, c'est fou, hein. Donc, on disait, chez les pros encore, il y a des millions en jeu. Des millions, c'est un grand mot. Il y a de l'argent en jeu. Peut-être qu'on veut pas que tu le blesses. Mais en fait, tu as 2 créneaux par semaine. Tu n'as pas le temps de t'occuper de gamins individuellement. Il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Qu'il le fasse bien ou pas bien. J'entre même toujours pas là-dedans. Une opportunité de le faire travailler. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va s'entraîner plus que les autres. Ça joue pour toi, de toute façon. Mais non. Et parce que je pense qu'on est dans... Après, on peut tout mélanger. Tout le monde veut être champion de l'Île-de-France. Mais je pense qu'on peut les comprendre. On peut se comprendre. Tu gagnes, tu as d'autres opportunités. Tu peux peut-être aller coach de centre de formation. Tu peux peut-être aller coach pro. En gagnant. Cette volonté, elle vient vraiment des joueurs ou elle vient des dirigeants qui veulent des titres à la fin de la saison? Des coachs, des dirigeants. Je pense que c'est un tout. Hein. Parce que je pense que c'est personnel aussi. On se prend au jeu. Hein. Oh, non, mais moi aussi. Hein, moi, au début, j'ai commencé de départ. Bon, c'est pas grave et tout. Une fois, je me souviens, l'année dernière, on est passé de départ R3. R3, on a tout balayé. Ouais. On arrive à R2. On commence à se faire taper. On se fait bien taper. Et là, je dis, oh, ça me plaît pas. Il dit, non, je vais gagner. Alors, j'ai travaillé. Et moi, je vais loin. On filme tous les matchs. Il y a des séances vidéo. T'imagines le travail que ça nous prend. C'est pas notre travail, ça, en fait. Nous, on doit entraîner 2 fois par semaine et rentrer chez nous. Ouais. Tu vois. Mais si tu veux les faire goûter à quoi ressemble le vrai basket et les responsabilités. Tu développes des moyens autour. T'es obligé. Je filme. C'est la passion, hein. Ben, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je dis, je tire autant je dis, on devrait pas être aussi exigeant sur des gamins en U13 parce que des fois, ça les dégoûte. Il y a des gamins et tu les récupères à la petite cuillère parce que il s'est trompé sur un. Alors, moi, c'est pire. C'est un gamin qui est surclassé, qui était U11, qui est déjà bon en U13. Et il arrive en U13, il se trompe une fois, 2 ressort. Salut. Wow. 11 ans. Ouais, c'est alors oui, il faut un niveau d'exigence, mais hey, venez. Et moi, j'ai un truc, et c'est peut-être méchant, c'est pas méchant. Et on va dire au coach, et vous étiez comment à 13 ans, vous? Ouais, qu'est-ce qu'on vous a laissé faire et pas faire sur voilà, le terrain, c'est pour ça qu'il. Mais on englobe toute une enveloppe. Le projet Mbappé, il faut que je sorte quelqu'un, il faut que je gagne, on peut comprendre. Ouais. Surtout que tu es dans l'associatif et tu veux vite basculer de l'autre côté où tu auras sûrement des meilleurs revenus et un meilleur poste. Ouais. Mais il faut que tu gagnes. Cette volonté d'ascenseur social. Mais du coup, on est vite dans la professionnalisation chez des enfants en associatif. Beaucoup trop tôt. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. C'est 2 mondes qui sont très chocs. C'est... Moi, je le vois. Ça reste des enfants. Ouais. C'est ça que moi, je privilégie l'éducation. Éducation, justement, on va conclure avec ça. C'est ce qui t'anime dans le basket, on l'a compris, dans la formation, le développement de joueurs et de joueuses, on dit, c'est tout le monde. Bien sûr. Il y a un projet qui vient documenter aussi un petit peu tout ça. Ouais. Le parcours, le développement de ces acteurs-là, basketteurs, basketteuses. Projet vidéo dans lequel tu apparais et on te voit et on t'entend aussi donner les messages que tu viens de partager avec nous. C'est quoi un peu le sens de ce projet et tease un peu rapidement ce qu'on pourrait y voir quand ce sera prêt, bien sûr. Oui, ça arrive, j'espère. Ça arrive d'ailleurs et ça avance plutôt bien. Mais c'est vraiment parti de... Et on découvre les réseaux sociaux, comment ça marche, ce qui marche, ce qui marche pas, quelle information les gens veulent. Et tu te rends compte que, avec tous les retours que j'ai depuis 3 ans où ça marche plutôt bien, on dit pas assez la vérité aux gens. Ça part d'abord de ça. Et même des fois, les gamins, tu peux pas leur dire la vérité. Tu peux pas dire là, t'as pas bien fait, fais ça. Ne mens pas, ne triche pas. C'est vraiment parti de ça. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à... Le vidéaste avec qui je travaille, JVS, est-ce que tu peux juste filmer les matchs et l'intérieur des vestiaires pour qu'on voit comment ça se passe? Ne coupe rien, juste tant pis si je dis d'autres, si je fais des folies, tant pis, je me fais énormément critiquer, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je suis moi-même au moins, ça c'est un truc que je peux pas faire autrement. Et il commence à filmer et c'est trop bien parce qu'on gagne pas tout le temps. Donc on voit à quoi ça, parce que souvent on veut seulement montrer ce qui marche. C'est un défaut. La réalité sur les réseaux sociaux, on dirait que tout va bien tout le temps, c'est faux. Et on montre ce qui marche pas forcément. Mais avec de l'interaction entre les joueurs et moi, ou même comment ils sont sur le terrain et comment ils peuvent rebondir. Et à un moment, on est arrivé à faire un post par semaine. Et ça ressemblait vraiment à une série.
il s'est passé ça ce week-end. Ouais. Et à chaque fois, j'avais 2-3 commentaires. Ce serait bien si YouTube, les gens ils parlaient de YouTube. À chaque fois, j'avais ce truc. Et à la rentrée dernière, donc ça va faire 1 an, je lui dis, tu sais quoi? Viens, on filme tout. Du début à la fin, tous les entraînements, tous mes déplacements. Match. On a tout. Wow. Chez les enfants. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Ah, vous êtes pas prêts. Last Chance You version Paris. Version Paris. C'est vraiment ça. Ok. Ouais, Last Chance You version Paris. Ok. Et on a réussi à tout capter, des moments très très forts. Ouais. Et on n'a même pas fait exprès. C'est ce qui est vraiment, je pense que la touche de magie dans ce qui c'est une série docu. Ouais. Une ascension. On est passé de D1 en playoff R1 en 8 mois. Nice. Et vraiment avec des rebondissements, on a vu vraiment les gamins. Une saison, quoi. Ouais, les gamins qui ont. Et j'avais un groupe en or, c'est vraiment. Et justement, on privilégiait toujours ce truc d'être des bons humains. Concurrence saine. Ne pas être forcément content quand le coéquipier ne fait pas bien. Parce qu'on connaît, moi je viens de centre de formation. Ouais. Dès que tu fais pas un bon match, l'autre, c'est à mon tour. Ouais, il est là tout le temps, il joue, là, ça y est, là, lui, allez, bouge. Ouais. Tu vois? Non, moi, il n'y avait pas ça. Je peux finir là-dessus. Une anecdote, et j'avais un meneur, mais c'est le noyau de l'équipe. Le jour du match, 2 heures avant le match, il appelle toute l'équipe, t'es réveillé, l'adresse c'est ça, t'as mangé. Non, c'est juste, et avoir des gamins comme ça, c'est ça que je te parle d'éducation, c'est ce qui me séduit le plus, en fait. Parce que quand ils se saisissent eux-mêmes de leur projet et qu'ils deviennent aussi un peu leaders et c'est n'importe gèrent quoi, un peu le groupe, qu'ils deviennent managers alors qu'ils ont 14-15 ans. Ils s'accompagnent. Il y a un qui allait pas trop à l'école et je l'ai menacé devant tout le monde. Tu manques encore un cours, tu viens plus. Et c'est arrivé, il est pas. J'ai même perdu un match important comme ça pour te dire. J'ai dit, tu joues pas. Et lui, il est en centre de formation aujourd'hui. Ouais, mais il réalise. Tu vois. Compris. Et tu passes par des chemins, mais. Regarde comment c'était une vraie équipe. Le jour, le lendemain, tous les matins pendant 2 semaines, il avait 13 réveils. Tout le monde. T'es rebout, t'es allé à l'école, il veut pas dire, regarde ce que t'as fait. Regarde ce que t'as fait. Hey, déconne pas, lève-toi, on a besoin de toi. Allez, oui. Et c'est à ça que, c'est vraiment, je sais pas si c'est de la chance qu'on ait pu capter tous ces moments, mais je pense qu'on va pouvoir, le basket associatif, on dit association, mais ça, pour moi encore, je suis vraiment humble quand je dis ça, c'est à ça que ça devrait ressembler. Associatif doit rester associatif. Okay. Sauf si on a les moyens pour. Alors, si tu me dis que j'ai 2 salles à disposition, 5 entraînements, déplacement, il y a un minivan qui vient nous chercher, qui nous amène, je dis, OK, viens, mais 2 par semaine, une rémunération, comment on appelle ça? Des fréments. Oh, s'il vous plaît. Non. Venez, on redescend sur terre et on essaie d'accompagner les gamins le mieux qu'on peut. Moi, je pense en tout cas, c'est comme ça que je le prends. Peut-être que ton implication et celle d'autres, il y en a peut-être d'autres qui font comme toi, commence à définir une zone un peu du milieu, un monde du milieu. Oui, il faut faire la part des moyens, avec des choses qui doivent évoluer et permettre aussi aux gamins de s'installer dans ce milieu. Bien sûr. Et ceux qui veulent aller plus haut, iront forcément parce qu'ils ont le talent, le niveau, c'est ça. Mais au moins on leur donne un peu de chance. Donc moi c'est ce que j'ai fait et presque tous les clubs où j'ai joué, j'ai encore j'ai des contacts et les 2 qui sont allés en formation, c'est simple, l'année dernière, c'est ceux qui se démarquaient le plus. Je les ai envoyés, je les ai accompagnés, c'est même pas envoyés, faire des essais, Boulazac, Le Havre, Lasvel, tous les gens que je connais à Nancy. Et il y en a un qui est au Havre, un qui est à Boulazac. Qui sont démarqués. Donc imagine, si on a réussi à en sortir 2 au basket associatif. Et je te dis qu'on met les moyens et qu'on peut mettre un peu plus de moyens pour eux. Et le potentiel est là. On peut en sortir encore plus. Alors plus, pas forcément de très haut niveau, mais plus qui remplirait nos championnats nationaux et ils seraient vraiment... Déjà, vivre du basket, c'est vraiment le mot. Vivre du basket. Et nos championnats nationaux, ils seraient tellement denses avec des joueurs de chez nous. Parce que si tu vas regarder les autres championnats, l'Espagne, c'est chez eux, il y a une culture. J'ai pris l'Espagne, hein, mais les Serbes, venez, on prend, on peut en prendre. Non, moi, c'est comme ça que je vois l'association. Donc, bon, c'était intéressant. C'était, de toute façon, on savait que ça allait être très très passionné le discours et l'investissement de Seydou Njoya. Le mot de la fin, Will? Je te laisse. Mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? J'espère que tu n'es pas le seul à être aussi impliqué. Je te coupe vite fait, je pense que je ne suis pas le seul. J'ai la chance d'avoir des réseaux sociaux, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'expositions. Mais je dis toujours, et dans le documentaire, il y a un gros paragraphe qui est dédié à tous les éducateurs sportifs. Moi, je ne te parle même pas de coach de basket. Parce qu'on est en Ile-de-France et on voit le travail de fou qu'ils font dans l'ombre.
qu'ils investissent, qu'ils mettent même souvent de leur poche. Ouais. Et je sais que je suis pas le seul. Donc, si je peux être une voix pour eux, tant mieux, mais je sais que je suis pas le seul. Ça, c'est sûr et certain. Très bien. On a besoin de vous pour nos jeunes. Ah oui. Big up à ton investissement. Le basket, avant, pendant et après, de toute façon, ça continue toujours. On sent chez toi justement cette volonté aussi d'accompagner les hommes et les femmes dans un projet. Après, si ça se transforme dans du basket, dans du management d'entreprise, ça, ce sera autre chose. Mais tout le monde est accompagné. Donc ça, big up à toi pour ça. On te remercie d'être venu dans Hype. Non, merci. C'est ton application justement qui est Hype. On voulait mettre ça à l'honneur et on attend le documentaire. Hein. Il arrive. Avant première, on veut être devant. Vous serez là. C'est moi qui vous le dis. Bon, merci à toi, Seydou. Merci Will. Merci à la communauté Hype et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Ciao. Yep. You know, it's I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. This is absolutely crazy. And to be standing here and sitting in court with you guys, my teammates behind me, and appreciating all this, the journey that we've been on. We've been through our ups and been through our downs. And I think the most important part is that we all stayed together throughout.